Alors, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire trois choses dans le cadre de la présentation. Parler un petit peu de la vision, des opportunités de la recherche, des défis qu'on a. Peut-être un peu parler de la structuration de la recherche au Québec, en tout cas la perception que les gens du réseau d'innovation d'horticulture durable en ont. Et on va terminer avec certaines visions d'où l'horticulture québécoise pourrait se diriger. Et je vais en fait terminer la présentation en vous présentant ce qu'est RIAD, qui est en fait une nouvelle structure ici au Québec pour le financement de la recherche. Alors, comme je le disais lors de l'introduction, l'horticulture québécoise est réellement la croisée des chemins. Alors, on se parle beaucoup à savoir est-ce que l'on investit en horticulture biologique, en horticulture plus conventionnelle, l'horticulture de proximité versus la grande horticulture corporative, les biotechnologies versus l'amélioration conventionnelle, la production locale versus la globalisation, les contraintes que ça va impliquer sur nos systèmes de production, le partage des ressources génétiques, les royautés aux entreprises privées qui vont pouvoir être appliquées, l'alimentation, les calories versus le développement, la qualité des aliments. On parle beaucoup des aliments fonctionnels présentement. Et la thématique enseignement, recherche, horticulture est une thématique de point présent. Alors, une question sur la phytoprotection, est-ce qu'on doit aller vers une agriculture plus naturelle, intégrée, plus organique, on voit ici. Est-ce qu'on doit parler de l'agriculture de proximité, on parle beaucoup de l'agriculture urbaine présentement, versus la grande agriculture corporative, donc on a des choix à faire à ce niveau-ci. La biotechnologie versus l'amélioration conventionnelle. On parle présentement beaucoup des OGM. La science est rendue un petit peu plus loin. On parle moins des OGM maintenant, mais on parle beaucoup du gene editing, de l'édition des gènes, où on va être capable spécifiquement de transférer un gène à l'intérieur d'une plante à l'intérieur d'une même espèce pour pouvoir conférer des gènes de résistance ou des gènes particuliers au niveau de la productivité. On a notre terroir à valoriser et c'est un élément qui est tenu en compte présentement au niveau des thématiques de recherche. Et on doit adapter également toute l'innovation qui se fait un peu partout à travers le monde, autant au niveau des variétés qu'au niveau des techniques de production et des techniques de post-récolte et des techniques de mise en marché. Alors, nous avons des possibilités exceptionnelles au Québec, notamment au niveau de la production en serre. On a des ressources électriques qui pourraient être valorisées. Je me rappelle encore, il y a quelques années, déjà en 1980, lorsqu'on avait organisé le colloque sur les culturabilités à l'Université Laval, le premier colloque international. Je me rappelle que le doyen de l'époque, Marc Trudel, disait que le Québec avait la possibilité d'être la Hollande de l'Amérique du Nord. Et sa vision s'est partiellement réalisée, mais on a des atouts encore ici au Québec avec des surplus d'électricité qui pourraient être valorisés très aisément dans la production séricole. Il faut encourager nos entreprises à succès qui peuvent exporter sur des marchés internationaux. Je vais juste penser à New York, 100 millions d'habitants, un marché exceptionnel qui est juste au-dessus de nous. À New York, présentement, il y a 3 millions d'Hispanos, 1 million d'Honduriens, qui ont des exigences très particulières et qui n'arrivent pas encore à trouver correctement leurs aliments, leurs fruits et légumes, qui sont des fruits qu'ils consommaient lorsqu'ils étaient en Amérique centrale. Alors, il y a des opportunités de marché encore qui sont à développer. Au niveau de l'horticulture ornementale, les modèles vont changer. Les modèles d'aménagement du paysage vont changer. On en voit ici quelques exemples.
exemple. On va voir beaucoup l'aménagement des toits verts, des îlots fleuris qui vont être des îlots de chaleur qui vont être réglés par l'utilisation de certains aménagements du paysage dans les villes. Les voitures vertes, ça sent bien. On peut voir d'autres types d'aménagements. L'horticulture ornementale va faire partie intégrante de la vie de tous les jours, mais ça prend la recherche pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Il y a d'autres contraintes qui sont très importantes à travers le monde présentement. Une de celles-là, c'est évidemment le développement de l'internationalisation de l'horticulture à travers le monde. Vous voyez ici la production mondiale de fruits et légumes dans les divers pays. Je ne sais pas si je peux le pointer ici. Alors, si vous voyez ici, c'est 200 millions de tonnes de produits. Alors, le gros point vert qu'il y a là ici, c'est la production de légumes en Chine. Et le point qui est en orange ici, c'est la production de fruits. Alors ça a un impact, sans le savoir, sur notre production ici au Québec. La Chine commence à exporter des pommes de manière abondante en Amérique du Nord. Et par voie de conséquence, on a, nous, les pommes qui viennent de l'État de Washington qui vont être sur nos marchés assez rapidement. Alors, toute cette mondialisation de l'horticulture a des impacts directs sur nos capacités de production ici au Québec. Je vous montre cette diapo, en fait, parce qu'une grande partie de la stratégie québécoise, à partir des années 90, au niveau de l'évolution et du développement de l'économie québécoise, était basée sur la théorie des grappes technologiques, qui est la théorie de Michael Porter, chercheur au MIT, qui disait en gros que pour que l'on puisse avoir de l'innovation, que l'on puisse avoir des succès en recherche, ça prenait trois éléments qui étaient importants. Le premier, c'est que ça prenait des regroupements de recherche qui étaient très bien structurés, avec des réseaux, des universités, des centres, des instituts qui étaient compétents. Par la suite, ça nous prenait des subventions pour pouvoir permettre à ces regroupements de fonctionner. Souvent des subventions de partenariat qui permettent donc de mettre en relation, de financer en fait aussi les intervenants de la recherche, autant au niveau fondamental qu'au niveau appliqué, et en particulier en partenariat. Et finalement, ça prenait des appuis régionaux, notamment au niveau d'incitatifs, réduction de taxes, crédits d'impôt, qui permettaient à la fin d'avoir l'innovation, qui permettait d'avoir des investissements en recherche, la création de qualité, la création de richesse. Alors, on a commencé à appliquer cette stratégie dans les années 90. On a eu donc des centres de recherche qui ont été créés, qui ont été très dynamiques. Mais présentement, la dynamique s'est modifiée. On est dans une nébuleuse, en fait, au niveau de la recherche horticole qui change. Les regroupements de recherche sont passés plutôt à ce que j'appelle réellement une nébuleuse, où on a un grand nombre d'intervenants qui souvent ont une masse critique qui est insuffisante pour pouvoir avoir un impact important sur la vision de la recherche. Alors, on voit ici tous les intervenants, autant au niveau institutionnel qu'au niveau des centres de recherche gouvernementaux, que même des clubs techniques qui font beaucoup de recherche de transfert de technologie. Et certains avec un certain succès. Au niveau des subventions de partenariat présentement, on se retrouve avec une perte de certains programmes de subventions en partenariat au niveau des chercheurs d'agriculture au Canada. Ça a été modifié vers d'autres types de financement. Les grappes agro-scientifiques, dans la première vague des grappes, on doit dire que la gestion a été un peu aléatoire. On a eu des problèmes avec des coupures dans les programmes, des investissements qui se font seulement tous les 5 ans. Alors, la recherche continue, le développement des nouveaux projets peut être arrêté à ce niveau-là. Une certaine stagnation des budgets, puis peut-être un manque de vision. C'est la raison pour laquelle on fait la journée aujourd'hui, pour pouvoir se donner les outils pour avancer. Lorsqu'on regarde les appuis régionaux aux grappes, c'est rendu très, très difficile pour les entreprises, et je devrais dire un cauchemar pour les entreprises d'aller réclamer
les crédits d'impôt à la recherche qui avaient été instaurés pour pouvoir stimuler justement le développement de la recherche scientifique. Agriculture Canada est devenue de plus en plus stricte. Évidemment, Revenu Québec se base sur Revenu Canada pour faire un grand nombre de décisions. Il y a maintenant une industrie de la fiscalité de la recherche qui existe, avec, c'est pour vous dire, donc, la complexité des systèmes et l'importance que les producteurs doivent investir pour pouvoir aller retirer les bénéfices ou les sous investis en recherche. Je me suis amusé en préparant cette conférence-là à aller revoir quel était le constat du rapport Pronovo, en fait, qui était le rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois, qui a mobilisé énormément de monde en 2007. Et je suis allé spécifiquement au niveau de la section sur les constats au niveau du diagnostic sur l'avenir de la recherche. Puis, quand on lit le rapport, le constat était assez juste quand on regarde correctement ce qui était dit à ce moment-là. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des forces au Québec. On a des centres de recherche qui sont réellement très compétents. Des centres de recherche universitaires, des centres de recherche Agriculture Canada, des centres d'expertise importants comme l'IRDA. Mais un des constats, c'est qu'il y avait trop d'intervenants présentement en recherche, peu de masse critique existait, beaucoup de concurrence entre les organismes, des budgets de recherche québécois, donc tous ces organismes sont en compétition pour les budgets de recherche, autant pour les budgets de recherche au niveau du Québec qu'au niveau des budgets de recherche fédéraux et des budgets de recherche privés. Et ça nous fait perdre une certaine capacité, un certain poids lorsque l'on doit négocier au niveau des organismes, des grappes nationales pour pouvoir être fructueux au niveau de l'obtention des fonds de recherche. Il y a une certaine improductivité des organismes de recherche qui n'ont pas la masse critique et qui passent beaucoup plus de temps à faire de la course au financement que faire de la recherche comme telle. Et selon la Commission, ça occasionne des dépenses administratives qui sont trop élevées. Alors ça, c'est le constat du rapport Pronovo. Trois autres constats, des besoins de priorité, de développer des priorités en fonction des lignes de force de l'agriculture québécoise. Et les lignes de force qui avaient été identifiées à l'époque, c'était la spécificité nordique, le respect de l'environnement, la santé. Et bon, j'ai rajouté, ça c'est mon cru ici. C'était pas le constat de la Commission, mais encore une fois, c'est pas une vision de développement. Et j'aimerais à la fin de ma présentation vous inspirer dans une vision de développement de ce que pourrait être l'horticulture au Québec. Alors, le quatrième, c'est évidemment augmenter les ressources gouvernementales en recherche et innovation, mais il faut le faire d'une certaine manière. Et il était suggéré dans la Commission d'avoir des prélevés sur certains produits cibles auprès des producteurs pour financer la recherche. Et finalement, le dernier constat du rapport Pronovo en lien avec la recherche, c'était d'accroître l'efficacité des organismes de recherche et de conditionner l'aide qui était transmise à la mise en réseau pour la recherche, encourager les centres des centres de recherche à établir des liens à l'international, rationaliser les services de transfert technologique, puis consolider les centres actuels avant d'en créer d'autres. Alors ça, c'était en 2007. C'était en 2007. Le constat qu'on a maintenant en 2015, ben, c'est que ça va changer. On est à peu près au même niveau, et il faut avoir une vision qui va être plus vaste, plus englobante de ce que pourrait être la recherche. Alors, dans le rapport Pronovo, il y avait cette chaîne qui était présentée, la chaîne d'innovation en agroalimentaire au Québec, avec les divers intervenants qui étaient présentés à partir de la recherche qui était dite plus fondamentale jusqu'à la commercialisation et l'utilisation. Ça, c'était en 2012, dans un rapport qui était publié sur le site du MAPAC présentement. Si on regarde présentement la chaîne d'innovation au Québec, je vous l'ai dit, c'est très morcelé, il y a peu de maillage entre les organismes. Les universités Agriculture Canada ont
modifié ou ont rapetissé un petit peu leurs activités parce que les fonds de recherche ne sont plus là. Il y a eu un morcellement des groupes de recherche dans plusieurs CCTT, des centres collégiaux de transfert technologique. Il y a des centres d'expertise qui se sont créés. Et la chaîne de diffusion de connaissances est également morcelée parce que les gens qui sont dans les clubs d'encadrement technique font également du transfert de connaissances, mais font également de la recherche. Alors, on se retrouve, c'est la nébuleuse que je vous parlais tantôt au niveau de la recherche qu'on retrouve à ce niveau-ci. Et si on veut avancer au niveau du développement de l'horticulture au Québec, je pense qu'il va falloir viser et regarder des modèles qui sont qui sont harmonieux et qui font appel à une concertation très, très étroite des intervenants. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai invité le docteur Ferguson à venir nous présenter le modèle néo-zélandais, parce qu'ils sont réellement très, très focalisés au niveau des objectifs de recherche. Alors, c'est peut-être quelque chose comme ça, éventuellement, qu'il faudrait envisager au niveau de la chaîne d'innovation, où on aurait une fusion, en fait, des forces vives de la recherche en horticulture, une concertation très forte avec des centres de recherche appliqués au niveau du développement des fruits, de la production maraîchère et ornementale. Ça va nous permettre de développer des connaissances, faire de la recherche orientée, c'est pas de la recherche fondamentale, c'est pas de la recherche appliquée, la recherche orientée en fonction des besoins de développement du Québec, des technologies spécifiques, transfert et l'adaptation technologique, et éventuellement atteindre les marchés de niche qui vont nous permettre de créer de la richesse pour le Québec. Encore une fois, je suis allé m'inspirer du plan stratégique du MAPAC pour voir quels étaient les grands objectifs de recherche, les objectifs du plan stratégique du ministère. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce plan stratégique. J'en ressors quelques-uns au niveau de la recherche, plus spécifiquement. Alors, les cibles, les enjeux, c'est distinguer l'offre québécoise, promouvoir des caractéristiques distinctives, et surtout auprès de la population québécoise. Alors, on ne parle pas de promouvoir l'offre québécoise dans les marchés potentiels, les marchés cibles qui nous permettraient de créer de la recherche. Je parle entre autres d'exportation qu'on pourrait faire, en particulier aux États-Unis. Alors, il faut répondre aux attentes de la société en termes d'environnement, de salubrité, et renforcer la capacité concurrentielle des entreprises et développer des filières compétitives. Alors ça, je pense que c'est très important. Je vais vous donner certains exemples qui nous permettraient d'entrevoir des cibles qui nous permettraient d'avancer au niveau de la recherche. Cette photo, c'est la photo de la production de fraises en Amérique du Nord. Alors, on dit toujours, bon, la production de fraises, c'est la Californie qui est le point central de la production, ensuite la Floride. Mais lorsqu'on regarde la densité de production qui se produit au Québec et en Ontario, on est la deuxième région de production de fraises en Amérique du Nord. Et avec des exportations, en fait, la production en Floride dépend de la production des plants de fraises qu'on fait ici au Québec, qui sont exportés de manière... Alors, on a une capacité, on a un poids que l'on pourrait encore valoriser d'autant plus sur plusieurs marchés. Alors, les technologies existent. On est en train de les développer un peu partout dans divers centres de recherche. Nos pépiniéristes sont les plus performants à travers le Québec. Et on est capable de développer, donc, les régimes de production qu'on adopte sont excellentes. Par contre, présentement, on est fortement dépendant pour la création variétale de la compétition à travers le monde. C'est réellement une compétition qui est mondiale présentement. Et la compagnie Driscoll, qui est une grande multinationale de la fraise, qui est en Australie, au Chili, en Espagne et aux États-Unis, ont leur propre sélection. Des sélections qui sont devenues des sélections club, donc seulement les producteurs Driscoll y ont accès. Et présentement, ça limite, en fait, pour tous les autres producteurs, ça limite l'accès au marché. Et évidemment, une entreprise comme Driscoll en bénéficie énormément. Mais, si on ne fait pas attention et qu'on n'investit pas nous-mêmes, compte tenu des forces que l'on a au niveau de la production, on risque de perdre certaines possibilités importantes. Je vais juste vous donner ici si vous n'êtes pas capable de lire l'étiquette, il y a une raison.
c'est des fraises chinoises. La Chine, il y a 10 ans, produisait 0 fraise. Aucune fraise. Ils ont investi de manière, comme eux seuls peuvent le faire, de manière très importante. Et présentement, en Chine, il se produit 100 000 hectares de fraises. C'est le plus gros producteur mondial de fraises. Évidemment, il y a 1 milliard de personnes qui peuvent acheter des fraises présentement. Mais ça ne m'étonnerait pas maintenant, compte tenu de la qualité exceptionnelle de ces fraises-là. Ce sont des fraises qui ont été développées en Chine, des cultivars qui ont été développés en Chine. Et incidemment, ces fraises-là ont un taux de sucre de 14 Brix. 14 Brix, c'est 14 % de sucre. On n'a pas de fraises ici au Québec qui a cette quantité. Quand on a 8, 9 Brix, on est content. C'est des fraises exceptionnelles. Vous voyez, la qualité, sont rendues comme telles. Éventuellement, on va les voir sur nos étalages. Ça va être la compétition qui s'en vient. Et l'exportation, ce n'est pas un problème. Alors, éventuellement, les Chinois ont investi en recherche, ont développé des nouvelles variétés, et ces variétés-là, on va les avoir sur nos marchés dans le temps. Une autre force du Québec, ça fait partie de l'agriculture nordique, mais la production de canneberge est une grande force. On est rendu maintenant le deuxième État, le deuxième producteur de canneberge au monde. On est juste après le Wisconsin présentement. Mais encore une fois, les règles du jeu dans tout ça, c'est l'accès aux variétés. Présentement, Ocean Spring, qui est la grande coopérative où environ 50% des producteurs québécois sont associés, ont développé une nouvelle variété qui est productive et qui contient également plus d'anthocyanes, plus de couleurs. Elle s'appelle High Red. Et cette variété-là n'est seulement disponible qu'aux producteurs qui font partie de la coopérative Ocean Spring. Et tous les autres sont délaissés. Et compte tenu de la force de ce marché, on aurait certainement la capacité d'avoir notre propre programme d'amélioration et ne pas être dépendant du programme du Wisconsin pour pouvoir faire supporter nos producteurs. Un autre exemple. Au niveau de la pomme de terre, évidemment, on a perdu un de nos collègues améliorateurs récemment et on se retrouve dans un no man's land au niveau de l'amélioration de la pomme de terre. La production de pommes de terre est stagnante depuis les 20 dernières années. On est toujours au même niveau. On n'en gagne pas. Mais là, encore une fois, les règles du jeu dans ça, c'est d'obtenir de nouvelles variétés qui vont rencontrer nos besoins. Et les producteurs qui sont innovateurs présentement vont en Idaho, vont un peu partout à travers le monde, au Wisconsin, en France maintenant, parce qu'il y a eu des associations avec les producteurs français au niveau de l'amélioration, pour faire de la création végétale. Mais la création végétale, elle ne se fait pas ici au Québec. En France, ça se fait un peu partout. Et nous, on fait des tests de cultivars. À un certain moment, il va falloir avoir la vision de dire, bon, on va développer nos propres cultivars en fonction d'un marché qui va être notre marché cible. La compétition est sévère et les tendances fortes au niveau du marché des fruits et légumes à travers le monde, c'est des variétés qui sont exceptionnelles, mais qui sont la propriété de clubs de production. Alors, M. Ian Ferguson est au fond, il va peut-être parler de cette variété Jazz, qui est une des variétés qui est issue d'un programme d'amélioration en Nouvelle-Zélande, qui est une variété qui est seulement disponible aux producteurs licenciés qui vont pouvoir l'utiliser selon un cahier de charge bien précis, la production de cette variété. Alors ça, c'est une des variétés. Peut-être que M. Pluvinage, vous allez nous parler de Tentation un peu plus tard, ou d'autres variétés qui ont été développées en France, avec le même concept de variété club qui vont être utilisées seulement par un certain groupe de chercheurs, de producteurs. Alors on pourrait imaginer éventuellement, dans une filière qu'on veut supporter, un améliorateur qui développe pour le Québec une variété club qui serait exceptionnelle, mais seulement pour nos producteurs québécois, et éventuellement pouvoir la rendre disponible à travers le monde. On a des opportunités encore exceptionnelles au niveau du bleuet. Le bleuet, c'est le premier petit fruit en production, en expansion, une des productions qui est en plus forte expansion à travers le monde présentement. Évidemment, c'est le bleuet en Corymbe, mais si on investissait correctement au niveau de la recherche, probablement qu'on pourrait rendre notre bleuet sauvage, lui trouver des opportunités
des opportunités de marché exceptionnelles et nous permettraient donc de pouvoir accroître notre capacité de production ici au Québec. Une photo de chez vous. Les producteurs de la région de Sherrington ont été très dynamiques, exploitent les marchés. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tantôt, il y a des opportunités de marché qu'on manque encore présentement. 3 millions de Latinos à 8 heures de route de chez nous. Il y a 1 million de Chinois, d'Asiatiques à New York présentement. Et je sais que dans les régions périphériques de l'État de New York, ils n'ont pas la capacité de produire pour rencontrer ces marchés-là. Alors je pense que si on était capable de se concerter, il y aurait moyen d'aller chercher ces marchés spécifiques, ces marchés de niche, pour pouvoir permettre à nos producteurs de prospérer. Il y a des marchés également exceptionnels au niveau du biologique qui pourraient se développer. Évidemment, la Californie a déjà des productions organiques, biologiques à très grande échelle, mais on a encore une fois 10 millions de personnes, un bassin de 100 millions de personnes à 8 heures de chez nous, que l'on pourrait atteindre si on avait une vision de développement claire, où on pourrait donc en groupe aller vers ces marchés de cible. Et il y a des applications maintenant, je suis réellement fasciné par les applications de la biologie, la compréhension de la biologie pour pouvoir éventuellement faire de la production organique. On voit ici donc des biofermenteurs pour produire des bactéries qui vont permettre donc d'améliorer la nutrition. Dans ce bassin-là, c'était des décoctions d'ail pour agir comme insecticide. Très efficace. Ma collègue Martine Doré travaille présentement sur des systèmes de production durable intégrés, qui sont en fait, à mon avis, les productions de l'avenir, qui vont nous permettre d'avoir d'être autosuffisants en termes de nutriments et n'ayant aucun rejet vers l'environnement. Donc tout est filtré, tout est fermé au niveau de la recirculation des systèmes du CO2, des fertilisants et des systèmes de production. Donc c'est ça, je pense que c'est l'avenir. Et on a encore des compétences ici au Québec qui nous permettent d'envisager de pouvoir atteindre l'excellence dans ces domaines. Alors, où vient le RIA dans ce contexte de production ou de recherche? Le réseau d'innovation d'horticulture durable est une création relativement nouvelle. On est maintenant dans notre 2e année d'opération, après avoir établi certaines structures de base que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? Il y avait une stratégie d'innovation il y a 2 ans des gouvernements québécois qui visait en fait à permettre, et c'est là à ce niveau-ci de FRQNT et le ministère d'AMEIA, qui se sont joints au niveau des cadres technologiques, des réseaux d'excellence, mais également des filières compétitives, pour avoir un transfert de connaissances en matière d'innovation. Et là, ici, on avait donc la politique bioalimentaire qui devait se mailler et d'avoir cette capacité de pouvoir transférer l'innovation et donc créer des réseaux qui permettraient d'y arriver. Alors, le but du programme à l'époque, c'était de faciliter les regroupements d'expertise universitaire et celle des utilisateurs pour pouvoir que les intervenants puissent bien se connaître et puissent travailler ensemble. Aider à la mise en place de moyens permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins, donc le recensement des besoins de recherche, et de développement des compétences, puis faciliter le développement de partenariats université-utilisateur, ça c'était dans les plans des programmes, on doit l'envisager de manière plus large. Soutenir le transfert des connaissances technologiques, permettre la valorisation de la commercialisation des résultats. Alors ça, c'était les grands objectifs de ce programme de réseau d'innovation. Il y en a 5 qui ont été financés au Québec. Le réseau québécois sur les eaux souterraines, le réseau en ligniculture, le réseau en innovation sur les grains, celui sur la diversification de l'exploration minérale au Québec et le dernier qui a été financé, c'est celui en horticulture durable. Alors, vous avez vu cette photo-là tantôt, je vous l'ai présentée, c'était la nébuleuse de l'innovation, la chaîne d'innovation au Québec.
Alors, le RIOD, dans tout ça, ce n'est pas un autre de ces bulles-là, mais en fait est à l'interface. Il vise à mailler tous les intervenants pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre le transfert de connaissances et la connaissance des intervenants de cette chaîne d'innovation. Alors, présentement, c'est un petit peu déformaté, hein, excusez-moi, mais les partenaires du RIOD, on est une trentaine de chercheurs qui appartiennent en fait à 5 universités, des centres de recherche et de transfert, et évidemment les utilisateurs avec qui on travaille étroitement au niveau du bureau de direction et le bureau des utilisateurs qui vise en fait à définir les capacités et les objectifs du réseau. Alors les objectifs, c'est d'assurer la liaison, la concertation des acteurs de l'innovation en horticulture. Alors, le rôle du RIOD, ce n'est pas de faire la recherche, ce n'est pas de financer la recherche, c'est de s'assurer que tous les intervenants de la recherche se connaissent, se parlent et puissent interagir pour faire avancer les objectifs de recherche. Alors, ça va permettre donc aux intervenants du secteur d'acquérir une connaissance qui approfondit les travaux de recherche en horticulture durable au Québec et de permettre d'apprécier pour les chercheurs les besoins de recherche qui émanent du terrain. Alors, ça, c'est ça qui est l'objectif. Alors, l'idée, c'est d'avoir, au niveau des chercheurs, une connaissance importante de la recherche ou de ce qui se passe à travers le monde. Les utilisateurs également participent à des trade shows, souvent ils sont très connectés à l'international. Alors, le RIOD est dans la valorisation de cette interface entre les connaissances des chercheurs et des utilisateurs, être bien au fait des réseaux nationaux de recherche, que ce soit ce qui se passe à Vineland ou dans les grappes horticoles à travers le Canada, les réseaux internationaux, que ce soit ce qui se passe chez nos collègues français ou encore chez nos collègues américains, que ce soit au niveau du NACRO, du NASGA et des autres associations de producteurs, les comités internationaux. Et là, à ce niveau-ci, évidemment, j'ai personnellement la chance d'être assez bien posté étant sur le bureau de direction de l'ISHS et on organise 50 symposiums par année sur toutes les productions horticoles. Alors, on a une connaissance privilégiée de ce qui se passe à travers le monde. Évidemment, les comités sectoriels américains et canadiens. Alors, le but du RIOD, c'est d'être une plateforme centrale où on va pouvoir disséminer la recherche et les besoins. Alors, on a un site web qui est en opération maintenant depuis un petit peu plus que 6 mois. Le RIOD, c'est son adresse. Est-ce que je vois pas? Ouais, tu es là. On a des petits pamphlets, des petits. Tu vas les en distribuer à tout le monde tantôt. Des petits signets qui donnent en fait l'information sur le RIOD. Je vous invite à participer, vous inscrire à participer à ce réseau-là, qui est en fait une plateforme qui est multiple pour mettre en relation les personnes. Alors ça, c'est la page du réseau. Mais si vous allez un petit peu à l'intérieur du réseau, vous allez vite arriver au niveau des priorités de recherche qui sont constamment mises à jour et on les renouvelle constamment en étant très proche des associations de producteurs. Et donc, on les recense et on les priorise à l'intérieur du réseau et on les rend disponibles. Il y a également un aspect de veille technologique qui se produit dans certaines filières. Alors, on a un fil Twitter qui est très actif, qui est alimenté par des agents de transfert. Et les 2 agents de transfert qui sont membres du RIOD, il y a Sarah Boivin-Chabot qui est une des agents de transfert pour le domaine de l'horticulture maraîchère fruitière, et Guillaume Grégoire qui est en charge de l'horticulture ornementale. Alors, si vous vous abonnez à ce site, vous allez voir en fait un aiguilleur de tout ce qui se passe de manière importante au niveau de l'horticulture à travers le monde. Et un grand nombre de suiveux, des gens qui nous écoutent constamment, mais surtout nos agents suivent les tendances fortes qui se produisent à travers le monde présentement au niveau de l'horticulture et les rendent disponibles, sans les commenter, mais les rendent disponibles sur le réseau. Et on est nous-mêmes rendu un aiguilleur important au niveau du transfert des connaissances et de leur importance à
travers le monde. Alors, on a évidemment cette plateforme sur Twitter. On a la plateforme qui est son image sur Facebook, alors vous pouvez devenir notre ami. C'est beaucoup plus simple d'aller sur Twitter parce que vous allez pouvoir suivre les flux journaliers comme ils arrivent. On a surtout une plateforme qui est en élaboration parce que c'est un aspect c'est une mentalité qu'on doit modifier auprès des chercheurs, mais également au niveau des producteurs, de pouvoir faire des demandes et faire des propositions de projets et de besoins de recherche que l'on sur la plateforme. Alors, on a ce qu'on appelle la plateforme IOT, qui est en fait une plateforme ouverte où les gens peuvent aller placer des demandes ou des opportunités de développement ou des nouveaux projets de recherche qui pourraient être mis en place. Et les gens peuvent s'abonner et participer à l'élaboration des projets. Alors, on est en démarchage avec beaucoup de producteurs présentement pour pouvoir justement avoir cette plateforme d'innovation ouverte où les gens vont pouvoir participer de manière importante. On est à monter pour faire connaître les recherches et les chercheurs à travers le Québec, des plateformes, des capsules vidéo où chacun des producteurs, chacun des chercheurs va pouvoir présenter tour à tour ses travaux de recherche et ses besoins de recherche également. Et éventuellement, on va pouvoir mailler grâce à ça des activités particulières. Alors, je termine, mon temps est à peu près écoulé. Le réseau, donc, est un réseau qui permet de mailler les producteurs, de cibler des opportunités de développement de l'horticulture au Québec. Le réseau, ce n'est pas la solution à tout. Lorsqu'on a une nébuleuse de recherche, comme on voit ici, on tente de mettre en lien les gens, mais éventuellement, il va falloir peut-être penser à modifier les modèles pour aller vers des modèles plus centralisés où les gens vont pouvoir se concerter de manière beaucoup plus importante. Et comme le disait si bien le rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture québécoise, créer des réseaux, des incitatifs pour que les gens travaillent ensemble de manière très concertée. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas malheureusement au Québec présentement. Alors, je vais terminer là-dessus. Il reste encore 5 minutes à la présentation. Je peux ouvrir une brève discussion d'environ 5 minutes. S'il y a des gens qui sont intéressés à réagir par rapport à la vision que je viens de présenter. Alors, on est là pour réagir. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Allez-y. Vraiment mon habitude de prendre la parole dans ce genre d'événement. C'est quoi la place des fournisseurs des fournisseurs en industrie? Parce qu'on a regardé, on a vu, c'est surtout une espèce de compte. On voit que les producteurs sont intervenus à un certain endroit, mais la place de l'industrie, ceux qui bénéficient de l'activité économique des producteurs. La question est bonne, hein? C'est les utilisateurs de la recherche, les gens qui puis ils contribuent dans une certaine mesure également. Effectivement, c'est des gens qui sont importants dans la structure qu'on doit rejoindre au niveau du réseau. Et déjà, on est supporté par des groupes qui sont présents, qui vont définir les besoins, les attentes. Alors effectivement, on doit les mobiliser, puis ils peuvent devenir membres du réseau pour faire bénéficier de leurs compétences et leur développement de l'horticulture. En fait, je vais préciser un petit peu avancé. On a vu tantôt à droite, dans une recherche. On voit l'intérêt parce que dans la recherche avec Mme Doré, il y a probablement des technologies qui vont être utiles. Mais comment on peut impliquer ces gens-là de manière moins intéressée à l'effort de recherche? Parce que là, les producteurs vont s'investir, les budgets fédéraux vont diminuer. On essaie de trouver un moyen d'augmenter la masse critique des sommes financières disponibles à l'industrie pour faire de la recherche. Et lorsqu'un producteur de tomates de serre vend tomates de serre, ça profite à son entreprise aussi, et les fournisseurs derrière en profitent. Donc, c'est la partie désintéressée. Comment on peut les intégrer, ces gens-là?
Ben, c'est certain que les programmes que l'on a, c'est des programmes, on a beaucoup de programmes de partenariat, puis je pense que les modèles qu'on va vous présenter par la suite, au niveau des modèles de recherche, puis je vous demande réellement de bien entendre ce que va dire M. Ferguson, puis probablement les gens du CTIFL puis de Régiopolis, sur l'implication de toute l'industrie à l'effort de recherche. Et présentement, comme je vous l'ai dit, notre chaîne de valeur est dysfonctionnelle. Les intervenants sont déconnectés, puis on doit les reconnecter ensemble. Il y a des modèles qui existent de ça, des modèles très très fructueux, puis on est ici justement pour les entendre et voir comment on pourrait adopter certaines des stratégies qui sont très fructueuses dans d'autres pays, ici au Québec. Alors, puis ça inclut les fournisseurs, ça inclut les gens qui font partie de cette chaîne de valeur qui, au niveau du domaine horticole. Okay. Merci beaucoup pour la question. On va peut-être en prendre une petite dernière. Oui, bonjour, Yvan Duchamp, la Fédération des pommes. Certains peuvent avoir l'impression actuellement que parmi les choses les moins bien comprises de tous nos paliers de gouvernement, il y a la recherche et l'éducation. Dans le contexte actuel, puis je rejoins un peu un commentaire précédent, mais comment est-ce qu'on peut financer tout ça? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger dans la nébuleuse que vous avez présentée, que certaines bulles, compte tenu de ce que moi je perçois comme un manque de financement, qu'il y a une cannibalisation entre différents organismes? Ouais. Merci de la question, parce que c'est une question qui est pertinente. Présentement, c'est ce qui se produit. Il y a beaucoup d'intervenants, puis on se cannibalise, pour prendre votre expression, entre les divers organismes. Puis je pense qu'il faut refocaliser sur les grands besoins de l'industrie et des grandes priorités qui vont faire que le Québec peut se démarquer au niveau international, au niveau national. Et on ne peut pas être bon dans tout, il va falloir focaliser. Et des pays comme la Nouvelle-Zélande ont su focaliser autour de 3-4 grandes cultures et de pouvoir développer, de mettre des ressources importantes pour devenir les meilleurs au monde à ce niveau-là. On n'est pas plus niaiseux qu'on est capable de faire ça nous aussi, mais il faut prioriser, il va falloir faire des choix à certains moments pour pouvoir bénéficier ou utiliser les ressources financières des investissements en recherche au meilleur escient possible.